Je viens à la Biennale, je crois, depuis la première édition. J'ai fait pas mal de choses, j'ai monté des colloques, donné des conférences. J'étais commissaire d'une ou deux expos ici, j'étais jury, etc. Et depuis le temps que la Biennale existe, il y a quelques petits soucis. La Biennale existe et c'est formidable. C'est la seule dans ce genre en Afrique et c'est la seule qui existe encore. Mais il y avait quelques soucis auxquels je réfléchis depuis quelques temps. Et en 2014, il y a eu un peu plus de soucis que d'habitude. Et lorsqu'on m'a appelé pour me demander si je considérerais, etc., m'occuper de la Biennale, je dois avouer que j'ai hésité, parce que le temps était très court, les conditions étaient assez rocambolesques, mais finalement, mettez ça sur le compte de ma naïveté ou de mon engagement, comme on dit. Je me suis dit que bon, j'étais pas le plus mal placé pour le faire et pour répondre à quelques défis et de faire en sorte que cette biennale d'école devienne ce qu'elle doit être, à savoir une vraie plateforme internationale et pas juste un machin sympathique en Afrique. Donc, et puis, le côté impossible n'a pas manqué de me provoquer un peu. Et donc j'ai fini par dire oui. J'ai dit oui en décembre, pouvez-vous imaginer? Décembre, ensuite c'est la trêve des confiseurs, etc. Se dire qu'on a vraiment commencé à travailler en janvier pour un événement qui se tenait en mai. Et donc, pour relever le défi, il fallait que je mette en place 2 ou 3 mécanismes qui me paraissaient indispensables. Non seulement à cause du temps imparti, mais également à cause des enjeux. Et donc, l'une des questions pivotales de cette biennale, ou en tout cas de la manière dont je l'ai conçue, c'était avoir un lieu qui soit un lieu de biennale, et pas un musée anthropologique ou pas un espace qu'on bricole comme ça à la va-vite. Et donc j'ai mis beaucoup d'énergie à obtenir l'ancien palais de la culture, qui disposait selon moi des volumes et des proportions et de l'architecture qui pouvaient immédiatement provoquer un déclic aux visiteurs. Vous verrez qu'il y a des choses simplement qui n'auraient pas tenu dans l'ancien musée de l'IFAN, ni nulle part ailleurs, dans les structures un peu classiques. Et d'autre part, si j'avais utilisé les lieux anciens, j'aurais peut-être eu 4 artistes. Vous voyez le cheval de Don Quichotte de Lava Munro ou le radeau de la Méduse de Peskin. 3 pièces comme ça et c'était terminé. Donc le lieu était important et si j'ai jeté mon dévolu sur l'ancien palais, ça a été une bataille, mais ça n'a pas été la seule. C'est parce que c'est un lieu qui est fermé depuis 25 ans, devant lequel les gens passent, dans lequel les gens avaient des fantasmes. Il y avait, quand nous avons commencé à travailler ici, il y avait des esprits qui se baladaient. Il y a des ouvriers qui ont été attaqués par des esprits. Il a fallu calmer les esprits, les fantômes, les diables. Et au-delà de ça, au-delà de ce côté spirituel que je maîtrise mal, il y avait aussi le fait, et peu de Sénégalais, croyez-le ou non, le savaient, qu'en 1966, Iba Ndiaye avait organisé l'exposition d'art contemporain du Festival mondial des arts nègres, dans ce lieu. À Dakar, ouverture du premier Festival mondial des arts nègres.
Une occasion pour le président Senghor de préciser l'apport du continent noir à la civilisation universelle et pour M. Malraux d'inviter l'Afrique à conquérir aussi sa liberté artistique. Outre 600 chefs-d'œuvre réunis pour la circonstance, des écrivains, des artistes noirs du monde entier, de Duke Ellington à Marpessa Dawn et à Catherine Denham, se sont retrouvés dans la capitale sénégalaise pour célébrer la prise de conscience culturelle de l'Afrique. Évidemment, ce lieu est habité au-delà des esprits des diables. C'était le palais de justice. Donc des gens y ont pleuré, des gens y ont ri, des gens y ont été condamnés, des gens y ont été acquittés. Donc il y a comme ça une mémoire qu'il fallait faire vivre et qui vivait toute seule. Et le simple fait d'ouvrir cet espace, qui était comme une espèce de chambre de barbe bleue, créait déjà une dynamique différente. Ensuite, j'aime que l'Afrique sache qu'elle est part du monde, qu'elle est centrale au monde. Et donc pour ce faire, dans cette biennale panafricaine, j'ai invité 6 commissaires à faire des propositions. Et il me semblait essentiel de sortir de la verticalité du monde et la définition des centres, de toutes ces histoires de colonialisme, etc., qui ne m'intéressent pas. En tout cas pas quand il s'agit de faire ceci. Donc j'ai invité des commissaires qui venaient d'Inde, de Corée, du Brésil, etc., pour montrer à l'Afrique, aux Africains et au monde qu'il y a d'autres types de dialogues possibles, qu'il y a d'autres formes de collaboration possibles et qu'il y a d'autres solutions aux problèmes endémiques qui se posent à certaines parties du monde. Il y a d'autres solutions. Les Indiens ont des solutions, les Brésiliens ont des solutions. Et que même si les unes et les autres ne sont pas idéales, en tout cas, moi, c'était ouvrir un peu l'espace aux Africains pour qu'ils pensent autrement. Pour que les Africains d'ici, par exemple, ne pensent pas que hors la France ou hors l'Europe, rien ne se fait et qu'il y a d'autres combinaisons. Et c'était aussi de montrer aux artistes locaux des pratiques d'ailleurs. En quelque sorte, faire venir le monde à Dakar. Si on dit que c'est une biennale internationale, il faut le montrer. Donc, premier mécanisme, l'espace. Deuxième mécanisme, les commissaires invités, le monde qui vient. Troisième mécanisme, la population. Je ne voulais pas que cette édition soit une édition où, après les 4 jours qu'on appelle semaine professionnelle, les espaces soient vides. Donc j'ai fait en sorte qu'il y ait de la communication vis-à-vis du peuple, au sens le plus noble du terme. Et à la gare, j'ai fabriqué ce qu'on appelle le village de la Biennale. Mais c'était un lieu de rencontre, ça reste un lieu de rencontre. Il y a des concerts, où tout d'un coup, on touchait une population qui n'était pas forcément une population qui était invitée, qui se sentait invitée chaque fois qu'il y avait la Biennale. Et par rapport à ce lieu, il y a des gens qui sont venus un peu piégés, sont venus parce qu'enfin ce lieu un peu fantasmatique était ouvert. Et en y entrant juste pour voir ce lieu ouvert, ils se sont trouvés piégés par les choses qui étaient là. Donc voilà, la diversité du public avec une inclusion plus grande. J'ai fait, avant l'ouverture de la Biennale, je fais faire une formation à des étudiants pour qu'ils soient médiateurs, parce qu'il n'y avait jamais eu de médiateur. Maintenant, sur chaque lieu, il y a des médiateurs qui ont appris des choses sur les artistes, sur le principe d'une biennale, sur l'histoire de cette biennale, et qui ainsi servent d'intercesseurs entre le public et les œuvres.
Dakar a une spécificité, la carte, c'est qu'elle s'appelle la panafricaine de l'art contemporain. Et donc je trouve intéressant que l'objet premier de la Biennale ait été de servir de plateforme pour les artistes africains, de servir de promontoire, de rampe de lancement. Et ça, c'est une spécificité qui me paraît intéressante et essentielle. Que les artistes africains sachent qu'ils ont un espace. Mais au-delà de ça, il ne faut pas les confiner. L'exposition internationale s'adresse toujours et uniquement aux artistes dits africains. Et c'est pour ça que j'ai fabriqué d'autres mécanismes pour que d'autres artistes puissent s'y exprimer. Mais même au niveau de la définition de cette africanité, j'ai un peu cassé les barrières et les frontières. Lavar Munro est un Américain. Alexis Peskin, on ne sait pas bien ce qu'il est, à moitié brésilien, à moitié français, à moitié russe, avec un nom pareil. Et donc il y a même dans la définition archaïque de l'Afrique quelque chose de plus ouvert et de plus vaste. Mais c'est important qu'ils aient cet espace, et c'est important aussi qu'il puisse y avoir de la confrontation. Quand je parlais d'ouvrir au monde, c'est que les artistes qui sont ici, qui eux-mêmes déjà s'ouvrent à eux-mêmes, parce qu'ils ont des histoires différentes, des passés différents, des biographies différentes. Les gens s'imaginent que quand ils ont dit Afrique, ils ont tout dit. Ils ont dit Afrique, la question commence. Je travaille beaucoup dans le monde et j'ai une attention particulière à l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est une terre en devenir? On dit, et c'est statistiquement vrai, que c'est le continent le plus jeune du monde. 22 ans de moyenne d'âge, je crois. Quand ailleurs on se demande comment on va payer ses retraites, il y a une force vive ici, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises habitudes. Il y a aussi une espèce de fatalité comme ça, ou de fatalisme, où ceux qui croient le moins en Afrique sont probablement les Africains. Si j'ai intitulé l'exposition dans laquelle nous nous trouvons « Réenchantement », c'était précisément pour dire aux gens que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, qu'il faut cultiver son jardin, comme disait le Candide de Voltaire, et que l'avenir se prépare maintenant. L'Afrique a toutes les capacités à faire des choses, encore faut-il que l'Afrique le sache. Et cette histoire de réenchantement, j'ai des amis qui sont venus, qui m'ont appelé il y a quelques mois en disant « Simon, tu fais Dakar ?» Ben, je viens avec 10 de mes curateurs. Cette personne, c'était Glenn Laurie, le directeur du MoMA, qui est venu ici avec 10 curateurs. Jean-Hubert Martin était là, Thierry Raspail, la Biennale de Lyon était là, Jérôme Sens était là. Il y a eu un paquet de collectionneurs qui sont arrivés en groupe pour voir. Et je me souviens, quand les gens pensent qu'il n'y a rien en Afrique, je me souviens de Glenn me disant
mais tu as un espace fantastique. On ne peut pas rêver d'un espace comme ça à New York. Je me souviens de Jérôme me disant, mais c'est mieux que le MoMA, etc., etc. Et tout ça, c'était là. Je n'ai rien inventé. Et il me semble simplement que dire aux gens que leur avenir leur appartient et que les histoires dont on est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, que la colonisation, ceci, cela, je veux dire, ça suffit un moment, ça n'explique pas tout. Il y a un moment où il faut se prendre en main. C'est-à-dire que l'histoire se fabrique maintenant. Les Africains ont le choix. Soit ils laissent tous ces artistes être collectionnés ailleurs et pleurent dans 90 ans, soit ils se réapproprient ou s'approprient ce qui est à eux. Et c'est une démarche politique, c'est une démarche mémorielle, c'est une démarche de construction de soi. Maintenant, il me semble, encore une fois, Rome ne s'est pas faite en une heure. J'ai toujours été très, très dur avec l'Afrique, mais qui aime bien châtie bien. Et quand on regarde, l'Afrique n'a que 60 ans, globalement. Et en 60 ans, je trouve qu'elle ne s'en sort pas si mal. Mais que, contrainte à travailler dans un monde global, elle doit avancer 5 fois plus vite que ceux qui sont là depuis très longtemps. Et je trouve qu'on est parfois un peu sévère avec elle, pas seulement au dehors, mais en dedans, parce que bon, quand on regarde, prenons la France en commençant à la Révolution française, bon, ça tâtonnait, et aujourd'hui encore, c'est pas le Pérou, comme dirait l'autre. Et donc voilà, que les gens aient plus confiance en eux et en leur potentiel et sachent que son destin, on le transforme ou pas.